Direction l'avenue Louise et le centre-ville. Aujourd'hui, c'est Philippe Claus, l'échevin du tourisme et des finances, entre autres, de la ville de Bruxelles, qui est à bord du tram de Sans Détour. Alors Philippe Claus, bonjour. Bienvenue dans ce tram. Alors pour être tout à fait franc, on ne vous attendait pas ici, puisqu'on avait invité Freddy Tillmans, le bourgmestre de Bruxelles, mais qui est souffrant, qui n'a pas pu venir, et donc vous le remplacez au débeauté. Ceci dit, les gens qui ont posé des questions, ils les ont posées à Freddy Tillmans, donc parfois c'est Freddy Tillmans qu'ils vont interpeller. L'exercice est un petit peu compliqué, mais je crois que vous avez assez l'habitude des médias que pour vous y plier sans problème. On commence tout de suite. J'ai là aussi assez l'habitude de Freddy Tillmans, je pense. Ah bah très bien. Alors on commence tout de suite avec une question d'Hamza Fassifiri du CDH. Freddy, on le sait, les défis sont importants et les projets nombreux à la ville de Bruxelles. Et les électeurs t'ont choisi pour porter tous ces projets. La ville a besoin d'un capitaine vigoureux et au long cours, quelque chose qui se fasse dans la durée. Or, on a entendu avant les élections que tu serais sur le départ, tu l'as tout de suite démenti. Mais on continue de l'entendre maintenant. Il paraît que tu vas bientôt partir. Il paraîtrait même que tu as déjà désigné ton dauphin. Alors ma question est simple. Vas-tu rester bourgmestre de la ville de Bruxelles jusqu'en 2018 ou bien t'apprêtes-tu à quitter le navire? Vous êtes le dauphin de Freddy Tillmans, Philippe Claus? Il n'y a pas de dauphin. C'est assez marrant comme on pose beaucoup la question à Freddy. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une équipe socialiste qui est extrêmement unie. Parfois, on a un peu misé sur nos divisions et elles ne sont absolument pas d'actualité. Et je pense que la décision appartient à Freddy, qui la prendra sereinement. Mais selon vous, il va faire toute la législature ou pas? Je trouve qu'il y avait une interview assez intéressante que j'ai lue dans Le Vif, où il a dit « Mon rêve, c'est de rajeunir, mais je sais que ça n'est pas possible. » Et c'est à la section PS, à un moment donné, que je donnerai mes options. Et je pense que je ne vais pas lui brûler la politesse, c'est à lui d'y répondre plus clairement. Parce qu'il y a déjà eu, en fait, dans la grande presse, un article dans Le Soir, il y a quelques années, où on voyait Freddy Tillmans qui quitterait quelques années après les élections et Yvan Mayer qui prendrait sa place. C'est toujours ce ticket-là aujourd'hui? Et moi, je crois que ce qui est clair, c'est que Freddy a toujours dit, moi je veux lui rendre hommage là-dessus, qu'il a toujours dit qu'à un moment donné, il ne mourrait pas sur son siège de bourgmestre, comme malheureusement ça existe un peu. Et je crois que surtout ce qu'il a réussi, c'est préparer une équipe très très forte derrière lui, parce que quand on regarde l'équipe socialiste à la ville, je crois qu'on a des personnalités extrêmement intéressantes, et Yvan en fait évidemment partie. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il ne terminera pas en fait? Je vous laisse à propre juge de votre interprétation. Alors, nouvelle majorité à la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qui a changé depuis que le MR a remplacé le CDH? Mais je pense qu'on a voulu travailler sur véritablement un programme global auquel on mettait l'économie et l'emploi au cœur de nos priorités. Et ce n'était pas le cas avant? Alors, ça a été un peu le cas, mais ça n'a pas tout à fait rempli ses objectifs. C'est vrai qu'on veut lutter contre la fatalité, à un moment donné, notamment du chômage des jeunes, notamment de l'économie. On sent une grosse crise quand même dans notre pays. Ça dépasse largement le cadre de la ville de Bruxelles. Et donc, toutes nos politiques demain doivent être penchées vers ça, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans un enseignement de qualité, mais sans une recherche active d'emploi, sans une économie dynamique dans notre région. Oui, mais le CDH ne disait pas autre chose durant l'ancienne législature, Philippe Claus. Mais on n'a peut-être pas réussi là-dessus. Et c'est vrai que sur la mise à l'emploi des Bruxellois, c'est peut-être quelque chose qui reste une priorité. C'est souvent dans les discours. Moi-même, j'ai essayé au niveau de tourisme montrer qu'il y avait de nouveaux emplois qui pouvaient être créés pour les Bruxellois. Ça doit être notre fil rouge parce que moi, j'habite dans un quartier qui souffre beaucoup de ça, qui est le quartier Anne-Essens. Si on ne donne pas un avenir à nos jeunes, eh bien, alors il ne faut pas espérer un avenir pour notre région. Alors, en même temps, quand on voit ce qui se passe pour l'instant dans la nouvelle législature et quand on écoute l'opposition, elle dit rien ne change sauf la mobilité, où là, on serre un peu la vis et on laisse plus de place à la voiture. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que ça, c'est des slogans. La mobilité, je pense qu'il faut se résoudre à une chose, c'est que les mentalités vont évoluer. Alors, parfois, ça traîne un peu. Bon, moi, je suis vraiment un partisan, à un moment donné, de justement libérer un peu la ville par rapport à cela, parce qu'on a vu les bons éléments que ça donnait dans le quartier du Pentagone, par exemple, où il y a des véritables habitants qui sont revenus habiter parce que l'habitabilité, le bien-être urbain était de retour. Il ne faut pas parler par slogan, il faut être pragmatique, mais à un moment donné, définir un fil rouge. Et ce fil rouge, à un moment donné, c'est de désengorger la ville. Ceci dit, une des premières mesures symboliques qu'on a vues, c'est décision de supprimer une piste cyclable rue de la Loi. Là-dessus, effectivement, on voit qu'effectivement, cette mesure-là, elle est plutôt favorable à l'automobile. Alors, elle n'a pas été supprimée, la piste cyclable a été bien maintenue. Ce qu'on a supprimé, c'est le stationnement
qui était là et qui faisait qu'il y avait un stationnement qui embouteillait, qui réduisait la voirie. Donc on s'est passé des voitures tampons ventouses qui étaient là pour laisser de la place à la fois à de la voiture et à du vélo dans un passage sécurisé. C'était plutôt justement une solution très pragmatique. Alors c'est plus facile avec le MR qu'avec le CDH dans un collège ? Mais moi je crois pas, j'avais d'ailleurs des amitiés assez fortes, je vais le dire au CDH, mais à un moment donné la politique c'est aussi des projets, des choses qu'il faut incarner, donc ça n'est jamais facile. Honnêtement, lors des élections c'est des moments assez complexes, mais on n'est pas là à un moment donné pour réfléchir en termes d'individus, mais en termes de projets. Et sans doute qu'à ce moment-là, le 12, il y a eu des projets qui se rencontraient mieux avec le MR qu'avec le CDH. Alors, première question, elle a trait à la prostitution. Monsieur le bourgmestre, vous avez adopté un arrêté communal en juin 2012 interdisant la prostitution de rue et le racolage dans le quartier Alhambra. Suite à ces décisions, pas mal d'actions ont eu lieu, des PV ont été dressés dans le quartier. Après les élections communales, plus rien ne s'est passé, plus aucun policier, plus aucune mesure. Ma question est de savoir, était-ce un effet d'annonce préélectorale ou une vraie décision de la ville pour prendre à bras-le-corps ce problème et régler ces problématiques? Voilà, c'était la deuxième question. Effet préélectoral, et puis après on oublie cet arrêté? On est devant un problème extrêmement fort là-bas. Donc il y a à la fois le problème de l'habitabilité de la ville, comme l'explique ce représentant du comité de quartier, et le problème de la prostitution de rue. Ouais, vous n'y arrivez pas en fait Alors on est quand même à limiter. 850 PV, donc ça c'est des chiffres très concrets. Depuis ce nouveau règlement, 850 PV à la fois sur le racolage, mais à la fois sur les clients. Ouais. Et quand il dit ces dernières semaines, il n'y a rien eu par exemple, vous dites quoi? Mais je pense qu'il y a des actions très concrètes de la police, je vous les ai ciblées, ces 850 PV, ils sont dressés par des policiers, mais là on est sur une action de longue haleine qu'on mène depuis plus de 10 ans. Mais je pense qu'il faudra un jour lever les tabous sur la prostitution, parce qu'il y a un côté un petit peu parfois, sur la prostitution, dire le plus vieux métier du monde, c'est de la traite des êtres humains qui se passe dans ce quartier. Donc à la fois ses habitants ont raison de le dire, mais il faut arrêter de se voiler la face, on exploite des gens. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, vous très concrètement, pour donner des réponses à ces personnes? Ne rien lâcher, continuer, ne rien lâcher. Un nouveau règlement qui est venu après les taxes sur les maisons de rendez-vous, les hôtels de passe, après l'arrestation de plus de 70 proxénètes qui ont été faites par la zone de police. Continuer ce harcèlement pour dire que ça n'est pas acceptable, qu'à un moment donné on exploite la misère humaine comme on le fait dans ce quartier. Et quand cette personne dit ces derniers temps il n'y a plus rien, vous dites c'est faux. On est en permanence, donc ce qu'on a proposé à ce comité qui va reprendre maintenant, c'est de se voir vraiment tous les 2 mois avec les services de police et avec les différents services pour évaluer en permanence à la fois la réhabilitation du quartier, puisqu'on a énormément investi en termes d'infrastructures culturelles, on pense à la rénovation du KVS, du Théâtre National, en termes de rénovation du quai aux Foins par exemple, tout le plan de mobilité qu'on revoit avec le passage de la STIP sur les différents ronds-points sur le boulevard de Dixmude. Donc c'est à la fois l'habitabilité de la ville et la sanction répressive qui doit être mise en avant. Il ne faut rien lâcher. Et votre but à terme, c'est d'éradiquer vraiment la prostitution dans ce quartier. Vous pensez que vous y arriverez? Alors, non seulement dans ce quartier, moi si vous me parlez personnellement, je considère réellement que la prostitution, derrière le côté qu'on donne un petit peu, ça a toujours existé, est quelque chose qui continue à me choquer. La marchandisation du corps humain n'est pas quelque chose de très intéressant et dans une société qui se veut moderne, mais en plus là on est au-delà du corps humain, on est vraiment dans de la traite des êtres humains. C'est ça qu'il faut dire. Quand des clients vont voir ces filles dans le quartier Alhambra, ils participent à la traite des êtres humains. Ouais. Mais est-ce que le plus simple pour vous, ce ne serait pas de trouver un moyen de fermer ces hôtels de passe qui accueillent ces prostituées pendant leur activité? Évidemment, vous avez les moyens de faire ça? Alors on a déjà essayé, on a perdu malheureusement dans des recours au Conseil d'État, donc ils sont maintenant taxés énormément par rapport à ça. Et en tant qu'échevin des finances, c'est bien là-dedans que je veux continuer. Ils doivent le savoir, nous ne leur laisserons pas de répit. Alors on a parlé un temps d'une zone P avec une zone dévolue à la prostitution dans un endroit précis de la ville. Est-ce que c'est un projet encore là qui existe ou il est aux oubliettes? Alors il faut bien 2 écrans de fumée qui reviennent souvent dans le débat. C'est par exemple la Villa Tinto dont on parle beaucoup, mais soyons clairs, 90% des prostituées qui sont dans le quartier Alhambra n'auront jamais accès à la Villa Tinto puisqu'elles sont en demande d'asile, voire en fin de droit. Elles n'ont pas de titre de séjour valable, souvent sur le territoire. Vient aussi donc le débat sur l'accès au territoire. La deuxième chose, c'est une zone P. Mais si la zone P, c'est de permettre une prostitution sur des gens qui ne sont pas en ordre de papier, qui n'ont pas le droit d'exercer sur le territoire régional, ça veut dire qu'on met un masque sur de la traite, et ça je ne peux pas m'y résoudre. Je pense que là-dessus, il y a une action conjointe qui doit être faite par l'Office des étrangers
par les services de l'intérieur et par la ville de Bruxelles. Alors on va voir tout de suite l'autre question, si vous le voulez bien. Alors elle a trait aux piétonniers, on la découvre tout de suite. C'est une question d'un habitant du centre-ville. Vous souhaitez créer de vraies places à la Bourse, à De Broeckere, à Fontenas. Cela veut-il dire des piétonniers? Oui, évidemment. Ça veut aussi dire des piétonniers. Donc De Broeckere en piétonnier, c'est pas un rêve en fait. C'est pas un rêve. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est conscient que ces boulevards du centre, qui sont un peu les derniers espèces de vestiges haussmanniens, un peu anachroniques, mais qui cicatrisent le Pentagone. Donc on sent vraiment qu'il y a une frontière, une espèce d'autoroute urbaine qui est là présente dans le Pentagone, et c'est une mauvaise idée. En refaisant des places, on redonne un lustre à la place de Broeckere, on redonne un lustre à la Bourse, dont on vient de réacquérir le bâtiment, et on redonne un lustre à Fontenas. Et on peut continuer plus loin vers Anessens. Je crois qu'il faut repenser la mobilité dans le Pentagone pour développer son image. Et aujourd'hui, toutes les grandes villes s'y sont mises. Bruxelles doit aussi être à la page. Donc 2018, De Broeckere en piétonnier, ça tient la route alors? C'est un projet majeur. Je crois qu'on a défini dans notre programme de majorité véritablement quels étaient les grands projets, les grands travaux que nous voulons voir aboutir. Les boulevards du centre et surtout cette réhabilitation des places sont des projets majeurs et je pense que très très vite vous aurez des indications là-dessus. Alors c'était déjà un projet majeur il y a plus de 10 ans. Hein. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué qu'on prenne une décision pour ce boulevard du centre? Pour l'instant, la seule chose qu'on a faite, c'est tracer une piste cyclable en fait. Alors c'est assez simple. Il y avait les travaux de la petite ceinture ouest. Si vous décidez de paralyser toute la ville, vous faites tous les travaux en même temps. Ce qui est déjà parfois un peu le cas en région bruxelloise. Tant que les travaux de la petite ceinture ouest n'étaient pas finis, et heureusement ils viennent d'être finis l'année passée, vous ne pouviez pas commencer les boulevards du centre, vous paralysiez la ville, puisque l'idée, c'est de dégager la circulation automobile vers la petite ceinture. Donc il fallait d'abord finir la petite ceinture pour attaquer les boulevards du centre. Alors ceci dit, Elsham est moins catégorique que vous. Elle dit on va faire des études et on va voir si c'est possible. Mais écoutez, moi je trouve que là-dedans, Elsham, en tout cas, s'est mis tout de suite au travail. Je trouve que c'est extrêmement remarquable de voir comme elle s'est mise dans les dossiers. Mais il faut encore des études pour montrer que c'est Alors, je pense que de ça. chacun doit être acquis à l'idée. À un moment donné, dans une majorité, vous devez pousser à un moment donné une adhésion. Sinon, vos projets n'aboutissent pas. Mais par contre, ce qu'on a mis dans la grande majorité, c'est un calendrier très clair. Et donc, pour la fin de l'année, il y aura le projet que la majorité soutiendra de façon ferme pour aboutir avant les élections communales. Alors voici maintenant une autre question et elle est posée par Marie Nagy. Les Bruxellois sont confrontés à des nuisances sonores, à l'insécurité, au dépôt d'immondices et finalement ils ont l'impression que la ville de Bruxelles n'assure pas un suivi, une présence rapide sur le terrain pour résoudre ces problèmes. C'est le cas en particulier de l'action de la police. Alors ma question à Freddy Tielemans, c'est après avoir fait des promesses sur la création d'antennes locales et d'une meilleure réorganisation, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Et donc quand est-ce que les Bruxellois pourront attendre une plus grande efficacité de leurs services et en particulier de la police? Antenne locale, c'est vrai que c'était dans le programme électoral du PS. C'est toujours le cas, en fait. Vous avez toujours cette ambition-là de créer ce qu'on appelle des petits cobans, hein, comme on le fait dans la zone nord. C'est pas les cobanes, donc depuis toujours, et d'ailleurs il faut le dire, même c'était avec les libéraux que ça s'est créé dans les années 90, on a 12 commissariats sur Bruxelles. Il n'y a pas une commune qui a ça à Bruxelles, 12 commissariats de quartier. Donc moi je ne crois pas qu'il faut démultiplier les infrastructures parce que ça coûte extrêmement cher et surtout ça mobilise les policiers dans des actions administratives où ils restent dans leur bureau. Nous, ce que nous avons mis dans notre programme, donc on est très clair là-dessus, c'est que les policiers doivent être sur le terrain. Et je crois que c'est sur le temps de réactivité. Oui, mais être dans les quartiers, c'est être sur le terrain. Hein, bien justement, pas dans les commissariats, sur le terrain. Moi je crois que créer plein de commissariats, à un moment donné, c'est inefficace. Il faut plusieurs hommes qui restent pour assurer une permanence. Et ce qu'on a vu, c'est que le retour des gens qui vont au commissariat, demandant à votre inspecteur, est-ce que vous allez souvent au commissariat? Non. Ce que vous voulez, c'est voir des policiers dans votre rue. Et je vais prendre un exemple qui va sans doute faire plaisir à Marie Nagy. On a développé une patrouille de bikers, donc de policiers à vélo. Ça a mis du temps à s'implanter dans les mentalités. On les voit aujourd'hui dans le centre, ils sont plus efficaces à vélo, ils interviennent plus vite, ils agissent sur la mobilité, les doubles fils et les choses comme ça. Et surtout, nous rencontrons de plus en plus de policiers volontaires pour faire ça. Voilà une action très très symbolique, mais qui a prouvé son efficacité. Alors quand on voit dans le programme de majorité, dans le programme de législature, il y a recrutement de 300 policiers supplémentaires. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que cet objectif-là, vous allez le réaliser? Alors c'est assez simple, sur les 6 dernières années, nous en avons recruté 200. Donc voilà, donc ça c'est un chiffre très concret. Entre 2006 et 2012, nous avons augmenté de 200 unités. Ce que nous avons besoin pour en recruter les 300, c'est que le fédéral nous les forme, puisque c'est d'abord là que ça passe. Donc le fédéral s'est engagé, vous le savez, au niveau des accords institutionnels, à verser 25 millions d'euros
pour les zones de police bruxelloises. Nous attendons notamment une grande part pour la ville de Bruxelles, c'est normal, et la zone Bruxelles-Capitale XL. Et donc, à travers ça, en continuant le rythme d'engagement, nous arriverons aux 300. Vous savez, quand on lance ces chiffres, on les étudie très près. On avait promis 200 policiers en 2006, on les a engagés. On avait promis 100 balayeurs en 2006, on en a engagé 120. Quand nous lançons des chiffres, ils sont corrects. Marine Nagy parlait du problème de la propreté, du problème des immondices. On a l'impression que ça, c'est un problème qu'on n'arrive pas à régler. Toute une série d'échevins se sont succédés avec cette compétence-là. Alors les intentions sont très louables au début, et puis il y a quand même un constat d'échec, c'est que cette ville reste très sale. Alors moi je veux quand même rendre hommage au travail de Karine Lallieu. Je pense qu'au-delà d'être une amie très proche, je crois que même l'opposition a reconnu tout le travail qui est fait. Et comme elle l'explique très bien, comme Karine l'explique très bien, c'est vraiment sur 2 axes. Responsabilisation et action. Ouais. Et ça reste une image de marque aussi mauvaise. Évidemment. De la ville, la saleté. On y revient à chaque sondage que l'on fait à propos de la ville de Bruxelles. Alors, d'abord, allons voir aussi un peu à l'étranger, mais nous ne devons pas nous résoudre à ça. Je pense que, à la fois par les amendes et l'augmentation des amendes administratives qui ont été mises sur les dépôts d'immondices, 30 000 amendes quand même sur 6 ans, et l'engagement de 120 balayeurs, nous avons grandement amélioré la situation. Mais il reste des problèmes énormes. C'est pour ça que Karine d'ailleurs rempile, parce que tout le monde, vraiment, elle a incarné cette politique de propreté. Et aujourd'hui, mais il faut encore aller plus loin. On va continuer à engager des balayeurs, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent. Est-ce que vous savez que dans les 30 000 amendes, 85%, c'est les propres Bruxellois qui salissent leur quartier? Il faut aussi que les gens se responsabilisent par rapport à ça. Question nuisance sonore. La ville de Bruxelles est de plus en plus attractive. La nuit également, ça crée des nuisances sonores et pas seulement dans le quartier Saint-Géry. On a accusé à un moment donné la ville de laxisme en disant la ville ne prend pas assez de décisions dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que fermement ce temps-là est terminé? Non, moi ce que je veux dire c'est que la gestion d'une ville, c'est pas un truc noir ou blanc ou binaire. C'est une mixité. Notre gros problème, là je vais prendre ma casquette comme échevin de tourisme, c'est que Bruxelles avait la réputation d'une ville où on s'ennuyait, une ville où il ne se passait pas grand-chose. Faire revenir des habitants, mais à un moment donné ne pas pousser l'attractivité de la ville, vous savez, on a une jeunesse qui a aussi envie de sortir. Et donc vous dites à ces gens-là qui se plaignent, vous choisissez d'habiter en ville, supporter les nuisances, un temps soit peu. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais je ne suis pas non plus pour des quartiers monofonctionnels par rapport à l'habitat. Certains quartiers, il faut l'entendre, auront, c'est vrai, des nuisances dues notamment à l'Oreca, où moi je suis moi-même le président du Brussels Summer Festival. Et on s'est plaint, on est justement en Place Royale. On s'est plaint, certains riverains se sont plaints du bruit à l'occasion du Brussels Summer Festival. Je comprends que pendant le Summer Festival, que j'ai créé maintenant il y a une dizaine d'années, ce n'est pas évident, mais c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et donc je ne dis pas aux gens qu'ils doivent se résigner, nous cherchons en permanence des solutions. De nouveau, une action très concrète qu'a développée Freddy Tillmans, c'est d'engager un manager vraiment de la tranquillité publique, qui va essayer de réconcilier à la fois les commerces et les habitants et de trouver le bon équilibre. Parce que venir avec des slogans, ça n'est pas intéressant, c'est l'équilibre urbain qu'il faut rechercher. Alors une question maintenant sur la future prison de Haren. On la voit tout de suite. Alors c'est une question de Joël Burek. Le projet de prison à Haren va considérablement modifier le paysage urbain. La ville en est-elle consciente? Qu'a-t-elle prévu? On a l'impression que le projet doit passer coûte que coûte. Alors est-ce qu'on peut refuser quelque chose au fédéral dans ce domaine-là, Philippe Claus? Oui, on peut refuser, mais ici la ville, on a souvent dit la ville c'est un îlot isolé contre la région. Ici, c'est vraiment ville et région main dans la main qui ont réfléchi en termes d'aménagement du territoire où était le lieu le plus intéressant pour développer la prison. Mais les habitants disent on va supprimer une partie d'un poumon vert de Haren pour construire la prison. Alors d'abord on va dégager un quartier de Saint-Gilles et de Forêt. Vous savez que c'est un quartier extrêmement important et on doit être solidaire aussi la ville de temps en temps, pas regarder juste commune fermée sur elle-même. Deuxièmement, nous avons obtenu que dans le comité d'accompagnement, il y ait un représentant des habitants qui y soit, mais aussi tous les représentants de la ville. Troisièmement, on va améliorer la mobilité dans tout Haren pour empêcher son enclavement, qui était un des gros problèmes. Et on va essayer réellement que tous les accès vers la prison viennent du boulevard de la Wolu. Donc en évitant Haren et en maintenant son quartier, c'est vrai un peu de village dans la ville. Quand vous dites que les habitants sont associés finalement à ce projet, ils ont l'impression que les choses de toute façon se négocient loin d'eux et que quand on va venir leur proposer quelque chose, ce ne sera pas à prendre et à laisser, mais ce qu'on pourra changer, ce sera un fifrelin ou très peu de choses. Donc ici, je ne vais pas me projeter sur l'avenir, mais je vais vous donner un exemple qui est dans un autre gros projet immobilier dont on va sûrement reparler, qui est le projet Néo. La salle de spectacle qu'on va bientôt inaugurer, elle était prévue du côté du quartier du Verregat. Et c'est en discutant avec le comité de quartier qu'on a décidé de l'aménager plus près de la 12. Voilà la preuve que les comités de quartier ne décident pas tout. Ça, c'est normal, on est dans un mécanisme de démocratie représentative.
mais ils sont associés à la décision et ils décident avec nous. Ouais. Et quand vous parlez de solidarité entre différents endroits de la ville, il y en a qui pensent à Arun que ce quartier-là de la ville de Bruxelles, c'est un peu la poubelle et qu'on y met tout ce qu'on ne veut pas mettre ailleurs. Vous avez envie de leur dire quoi? Mais je pense pas, je pense que c'est un vrai poumon économique. On pense qu'il y a des grosses entreprises qui sont installées là-bas, en même temps des plus petites. Pierre Marcolini a ses ateliers, le chocolat Marcolini est fabriqué à Arun. À la fois, il va y avoir un gros développement, il va falloir se pencher, c'est que va devenir l'ancien site de l'OTAN, puisqu'on sait que l'OTAN déménage. Et donc tout ça va favoriser la mobilité, la création d'emplois, tout en préservant. Vous parlez de poumon vert sur Arun, c'est le seul endroit où les 6 dernières années, on a créé un nouveau parc. C'est à Arun. Donc on pense vraiment aux Arunois. Alors dernière question, si vous le voulez bien, elle a trait à la concertation justement avec les habitants. Il y a quelques années, lors de la construction des immeubles à Neder-Overheembeek, on a eu beaucoup l'occasion de discuter, de se confronter. On est arrivé fort tard, au moment de la concertation, beaucoup de choses sont déjà faites. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable d'organiser une concertation fort en amont de ces projets afin que les habitants puissent vraiment s'exprimer et participer à la construction? On ne va pas parler de la Neder-Overheembeek, mais du très grand projet que vous ébauchiez il y a quelques instants, c'est Neo. Là encore, on a l'impression que beaucoup de choses se négocient et que finalement, si les habitants y sont associés, c'est de loin, de très très loin. Bah écoutez, moi je peux vous dire que les habitants du Verregaat et de Laken, pas. Donc on les rencontre à chaque étape décisive. On a signé une charte donc, pour redéployer ce ESL, où dès le début, on les a associés en leur disant à chaque étape ce qui se passait. Maintenant, le problème de l'action politique, c'est à un moment donné, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Tous les 6 ans, les gens nous élisent pour décider un peu quel projet on incarne. Oui, et vous n'avez pas l'impression que Neo va complètement déstructurer tout ce quartier du Heysel qui se cherche un petit peu pour l'instant? Je pense que plus déstructuré aujourd'hui que le quartier du Heysel, c'est un modèle de non-urbanisation. Tout a été fait n'importe comment, sans plan général, sans plan directeur. Ici, on est allé chercher un des plus grands architectes d'Europe, celui qui a refait le port de Hambourg, mais le port avec toutes ses habitations et ses équipements, Kees Christians, et on a redéfini d'abord l'urbanité du Heysel. Ouais, mais vous nous annoncez la 60 à 70 000 mètres carrés, 750 logements supplémentaires sur le plateau du Heysel. Ça fait énormément de trafic automobile aussi. Difficile d'imaginer qu'on va absorber tout ça sereinement. Alors le pari, il est assez simple. On n'augmente pas les voiries en provenance de Bruxelles et on ne les augmente pas à l'extérieur de Bruxelles. C'est vraiment de miser sur le transport public. Par rapport au projet qu'on nous oppose souvent, qui se trouve à Vilvoorde, sur Neo, c'est vraiment le métro, le tram, tout cela, de ne pas pénétrer dans la ville avec la voiture, qui est l'axe fondamental. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que les 3 des plus grands groupes mondiaux se sont intéressés à Neo, c'est parce qu'ils savent que demain, les grands projets immobiliers passent par une mobilité bien pensé, bien intégré. C'est ça Neo, c'est d'abord un projet qui met en avant la mobilité. Alors Neo pour l'instant ce sont des belles images de synthèse, de beaux croquis. Vous l'attendez pour quand ce premier coup de pioche et vous l'espérez pour quand la fin du chantier? Alors l'agenda est très clair, on a donc les 3 gros groupes qui sont là. Bon, vous savez qu'on est quand même dans un projet qui va à terme créer 3000 emplois, où il y a plus de 700 millions d'euros qui vont être investis par le privé. On pense que les premiers coups de pioche, ce sera pour 2016, 2017. Aujourd'hui, il y a des grandes décisions qui doivent être prises par la région parce que dans ce dossier, de nouveau, villes et régions sont main dans la main pour offrir une nouvelle identité à Bruxelles, une nouvelle identité au plateau du Heysel et surtout une ambition. Je crois que c'est vraiment ça qui est derrière. Alors, dernière question. On a annoncé il y a quelques jours la fermeture d'Océade et de Mini Europe. Alors, une structure de loisirs est prévue dans le projet Neo. Elle doit être, idéalement pour vous, elle doit être de quel type? Écoutez, là, je crois que les 3 groupes se sont mis, parce que je suis désolé de parler d'eux, mais on est en plein marché public, donc je me suis obligé d'être un peu prudent. Je crois qu'on a des groupes extrêmement intéressants, donc je ne vais pas prendre d'options, mais je crois qu'il y aura des grosses options loisirs et des grosses infrastructures loisirs qui vont arriver sur le plateau. Et par ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avant, la salle de spectacle, les expositions que nous développons à Bruxelles Expo, tout le monde se souvient de Toutankhamon et de son formidable succès, sont vraiment dans notre business plan, dans les choses que nous voulons développer sur le plateau, qui a toujours été dans l'histoire de la Belgique l'endroit où la Belgique a rayonné. Très bien, merci Philippe Claus d'avoir fait cette balade. Alors on n'est plus sur le territoire de la ville maintenant. On vient juste de le passer. Voilà, on est au Botanique à Saint-Josse et c'est là qu'on termine cette petite balade. Alors dans 15 jours, pas d'émission puisque ce sont les vacances de Pâques et on se retrouve donc après ces vacances pour une petite balade avec Charles Piquet qui ne sera pas encore bourgmestre de Saint-Gilles mais presque. Très bon week-end à tous donc et à bientôt.